vous plaise de prendre la parole pour délivrer le contenu de votre message. Garde à vous! Alignez! Non! Gardez! Vous! Au centre! Portez! Armes! Musique! Ouvrez le banc! Armée! Tir! Repos! Honorable présidente de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés et sénateurs, distingués invités, chers compatriotes, permettez-moi avant tout de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, qui nous permet de nous retrouver ce jour pour célébrer notre démocratie. Car c'est pour la première fois en tant qu'élus, vous et moi bien entendu, que nous nous retrouvons après les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales du 30 décembre 2018. Le jour de mon investiture, le 24 janvier 2019, je me suis engagé à respecter scrupuleusement mes obligations constitutionnelles. C'est ainsi que je suis à la fois heureux et honoré en cette circonstance de venir à votre rencontre conformément à l'article 77 de la Constitution, m'acquitter de mon devoir de redevabilité à travers ce discours de l'État de la Nation, le premier de mon quinquennat, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Ce moment constitue pour moi une grande opportunité, car il me permet de rendre compte de la manière dont nous avons, en cette première année de législature, que disais-je, 10 mois et 20 jours, usé de la confiance placée en nous par le peuple et dont nous sommes les serviteurs. Nous avons franchi une étape essentielle de notre histoire, car nous avons prouvé d'abord à nos compatriotes et au monde entier que nous avions des ressources morales et patriotiques nécessaires pour assurer l'intégrité de notre territoire et l'unité de notre nation. J'exhorte donc les uns et les autres, les leaders politiques en particulier, à protéger cet acquis historique. Le Congo, notre héritage commun, doit devenir, grâce à l'apport de tous, un havre de paix et de prospérité, une nation puissante et modèle au cœur de l'Afrique, avec comme vocation de contribuer à l'éclosion d'une humanité éco-responsable. Avec une volonté politique affirmée
et le changement de mentalité qui lui est nécessaire, nous avons l'opportunité de renverser le rapport à la pauvreté dans laquelle notre peuple a longtemps croupi. Pour moi, le temps est venu de mettre fin à ce paradoxe d'être considéré comme un des pays potentiellement les plus riches du monde, mais dont la population est parmi les plus pauvres de la planète. Car, comme vous le constatez, nos compatriotes ne peuvent pas satisfaire leurs besoins par des ressources potentielles. Nous avons donc l'obligation d'imaginer le modèle de leur exploitation et transformation rationnelle pour ainsi répondre aux multiples besoins des Congolaises et des Congolais d'abord, ensuite de la région, de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Nous sommes un peuple de bâtisseurs, avec une capacité de résister aux catastrophes et de rester debout face à l'adversité. C'est pourquoi j'en appelle toujours à plus de solidarité, fondement de notre culture et socle de nos valeurs ancestrales. Ce Congo que nous aimons tous mérite d'être protégé dans son intégrité et dans sa dignité. C'est pourquoi je rends hommage à nos vaillantes forces armées qui sont en ce moment en pleine opération à Beni, dans le Nord Kivu, pour ramener la paix dans cette partie du territoire national et dans les montagnes et plateaux de Minembwe dans le Sud Kivu. Ils ont accepté de payer le prix le plus fort jusqu'au sacrifice suprême pour honorer un engagement sacré. Je voudrais, dans le même ordre, saluer la mémoire de nos compatriotes qui ont succombé à la suite des barbaries sans nom et injustes dues à des conflits armés de la part de groupes terroristes et des forces négatives. Comment ne pas aussi penser à tous ceux qui, dans le pays, ont perdu des proches à la suite d'accidents, d'incendies de maisons, de la maladie à virus Ebola, de catastrophes naturelles, d'inondations dans le nord et sud Ubangi, à Kinshasa et dans d'autres provinces. En leur mémoire, je nous invite à observer une minute de silence. Je vous remercie. Honorables députés et sénateurs, ce jour est un jour merveilleux. Pour la première fois, depuis la promulgation de notre Constitution en février 2006, j'allais dire depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, un autre président de la République élu vient s'adresser à la nation à travers vous, pendant que son prédécesseur est en vie, à l'issue d'une alternance démocratique et une passation pacifique du pouvoir. C'est un jour rêvé pour tous les acteurs qui ont porté notre beau pays dans ce qu'il a de noble, tout en éveillant nos consciences. Un grand jour pour notre volonté commune de franchir ensemble des rivages de notre destin. Nous honorons un Congo réconcilié. Notre nation ne sera plus un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous avons affirmé la volonté de construire un Congo uni et fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie,
Un Congo tourné vers son développement dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous dans lequel chacun mérite sa place. Je voudrais ici saluer le courage de mon prédécesseur et frère, Joseph Kabila Kabange. Qui a tenu à respecter son engagement constitutionnel, celui de permettre au peuple congolais de choisir librement ses nouveaux dirigeants. L'événement de ce jour est aussi le sien et j'espère vivement qu'ensemble, dans le cadre de notre coalition, nous allons relever les défis qui s'imposent à nous tous en tant que citoyens de ce beau pays. Et ce, malgré les soubresauts relevés ces derniers temps, qui du reste sont inhérents à toute nouvelle expérience politique. C'est pourquoi nous devons tous nous dépasser, transcender à tout moment nos divergences et évaluer régulièrement notre alliance pour des ajustements nécessaires afin de réussir ensemble la vision que nous avons en partage, celle de bâtir un Congo fort, prospère et stable au cœur de l'Afrique. Nos pères fondateurs ont versé de leur sang pour notre indépendance. Certains, à leur suite, comme le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, certains, à leur suite, comme le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, ont enduré des décennies de sacrifices pour l'éclosion de la démocratie et du progrès social. Je voudrais tout de suite préciser qu'il n'y a pas de vainqueur d'un côté et de vaincu de l'autre. L'alternance démocratique et pacifique que nous célébrons en République démocratique du Congo est l'œuvre de tout le monde, le peuple congolais en premier lieu. Je voudrais saluer ici mes frères de l'opposition qui jouissent pleinement de leur liberté de manifester et de s'exprimer. Leurs critiques constructives nous seront toujours utiles pour nous permettre de réajuster notre action politique en faveur du peuple. Voilà pourquoi mes premières mesures ont concerné le retour des exilés politiques et la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Après tout, il n'existe aucune contradiction quant à notre volonté commune de construire un pays plus beau qu'avant. Ce qui nous oppose, c'est la manière d'y parvenir, mais pas la finalité qui est le bien-être de notre peuple. Dans ce registre politique, je ne peux m'empêcher de rappeler que la désignation du porte-parole de l'opposition est une question pleinement parlementaire.
car ce sont les députés et sénateurs, membres de l'opposition, qui doivent désigner celui qui doit les représenter. J'invite donc les différents compatriotes concernés à mettre tout en œuvre pour que l'article 8 de la Constitution produise pleinement ses effets. Et nous aurons en ce moment-là un interlocuteur, je dirais plutôt un contradicteur attitré. Notre démocratie en gagnera. Honorables députés et sénateurs, je ressens encore en moi la force et la détermination de mes compatriotes quand, dans un écho grandissant et permanent, ils ne cessent de me rappeler leur leitmotiv, à savoir le peuple d'abord. Oui, le peuple d'abord est la boussole de notre action et la mesure de notre détermination. L'intérêt du peuple a toujours constitué et continuera à constituer le fil conducteur de toutes les réformes que j'entends voir le gouvernement de la République accomplir au cours de mon mandat. C'est à l'aune de sa satisfaction que notre action aura un sens. C'est pour lui, et rien que pour lui, que nous devons accepter privations et sacrifices dans la mesure où il demeure le souverain. Je voudrais par la même occasion saluer l'action de l'Église catholique à travers la conférence épiscopale nationale SENCO, qui nous a accompagnés ces dernières années pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés le 31 décembre 2017 dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Avec elle, nous nous sommes attelés à vider, dès les premiers jours de la prise de mes fonctions, toutes les questions permettant aujourd'hui une décrispation totale de l'environnement politique. J'y associe les autres confessions religieuses qui, par leurs prières et leur encadrement, nous ont toujours accompagnés dans la grande œuvre de réconciliation que nous avons amorcée. Je salue aussi la société civile congolaise, dans son ensemble et dans sa pluralité, qui a joué un rôle non négligeable. Je l'invite à s'adapter au nouveau contexte et à s'inscrire dans la dynamique de la réconciliation. Par sa situation géographique et en considération des enjeux géostratégiques et de son capital humain, la République démocratique du Congo porte une espérance pour l'Afrique et le monde. Les défis auxquels elle fait face ont toujours bénéficié de l'appui de la communauté internationale, notamment les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, désormais engagées dans les efforts de la reconstruction de notre pays. C'est ici le lieu de leur rendre hommage. Ceci dit, mon propos de ce jour s'articulera autour des principaux secteurs de la vie nationale. Honorables députés et sénateurs, à mon arrivée au pouvoir, 6 de nos 26 provinces étaient terrassées par des conflits armés. Aujourd'hui, grâce à notre discours de paix et à l'action de nos forces armées, la paix a été rétablie au Kasaï et bientôt dans le Tanganyika.
La situation qui nous préoccupe encore est celle prévalant dans le Grand Nord, à Beni et Butembo, dans l'Ituri, dans une partie du Sud Kivu, dans les hauts et moyens plateaux de Minembwe, Uvira, Baraka et Fizi, auxquels il convient d'ajouter les cas de Chabunda et de Kalehe. Pour ce qui est de Kalehe, je voudrais ici saluer le savoir-faire de nos forces armées qui viennent de détruire à plus de 95% les bases des forces négatives du CNRD avec un bilan de plus de 1712 capturés, parmi lesquels 245 combattants et 10 leaders politiques de ce mouvement nuisible. Malgré la persistance des tueries que nous déplorons dans certains endroits du Grand Nord, le bilan de la grande offensive de nos forces armées est tout aussi satisfaisant depuis l'établissement de l'état-major avancé à Beni, où la quasi-totalité des sanctuaires des ADF-MTM et des forces négatives ont été démantelés. Ce qui explique le changement de stratégie de l'ennemi en déroute qui vient désormais s'en prendre aux populations innocentes dans les grandes cités urbaines, y semant la mort et la désolation. Nous avons affaire à une guerre asymétrique avec des actes de terreur. Notre détermination est totale et sans faille pour les éradiquer. À vous, députés et sénateurs du Nord Kivu, j'en appelle à votre responsabilité pour, d'une part, collaborer avec les forces armées et de sécurité et, d'autre part, sensibiliser la population afin que ce groupe résiduel de terroristes soit traqué jusque dans son dernier retranchement. Je ne serai en paix avec moi-même. Je ne serai pas en paix avec moi-même, tant que le Nord Kivu et les autres provinces actuellement meurtries ne seront pas totalement pacifiées. Je me dois de rappeler que ce n'est pas le moment de mettre en exergue nos clivages politiques et autres pendant que nos forces armées sont engagées pour rétablir la paix pour notre population. Le temps est à la communion, à la cohésion et à l'union de toutes nos forces. Honorables députés et sénateurs, je me suis personnellement rendu dans chacune de ces provinces pour apporter mon message de réconfort et de soutien à toutes nos populations meurtries. Je l'ai dit à Bukavu, je suis prêt au sacrifice suprême, même si je ne le souhaite pas, comme ça devrait être le cas pour tout citoyen. Comme ça devrait être le cas pour tout citoyen, afin que les Congolais, partout où ils se trouvent dans leur pays, vivent en paix. Aujourd'hui, pour honorer mon engagement de campagne électorale, j'ai décidé d'installer un état-major avancé à Beni, comme dit plus haut, avec nos meilleurs officiers pour combattre les ADF-MTM, mouvement terroriste bien identifié. J'ai aussi procédé au changement de tout le commandement de la zone opérationnelle et relevé tous les militaires J'ai aussi procédé au changement de tout le commandement de la zone opérationnelle et relevé tous les militaires comme n'a cessé de réclamer la population. En effet, nous avons permuté les 11 000 militaires qui étaient présents dans cette zone pour les remplacer en prime par 21 000 hommes.
Et pour ne rien laisser au hasard, nous avons formé une brigade d'intervention rapide et des forces spéciales qui se trouvent actuellement déployées dans cette partie du territoire pour garantir la victoire à nos forces armées. Tous les moyens ont été mis en œuvre pour vaincre l'ennemi. De même, nous avons déployé les unités supplémentaires de la police nationale congolaise dans de grandes agglomérations de Béni, conquises par les FARDC pour la sécurisation de nos populations. La solution au conflit dans cette partie du territoire n'est pas seulement militaire, elle est aussi politique, économique, diplomatique et sanitaire avec la maladie à virus Ebola. J'utilise toutes les cartes à ma disposition pour apporter les réponses appropriées à chacun de ces défis. Les récents événements à Béni, notamment l'attaque du siège de la MONUSCO, ne m'ont pas laissé indifférent. Je déplore et condamne le recours à la violence. La MONUSCO n'a pas vocation à rester indéfiniment en République démocratique du Congo. Elle a été un précieux apport dans les efforts pour la pacification de la République démocratique du Congo depuis bientôt 20 ans. Durant sa visite à Kinshasa et lors de mon passage devant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier, j'ai dit au secrétaire général de l'ONU notre sentiment de gratitude et notre volonté de procéder graduellement à un redéploiement des effectifs, prélude d'un départ concerté, organisé et structuré de la MONUSCO. Une évaluation sera faite chaque année pour aboutir au transfert des responsabilités de la MONUSCO vers les FARDC. En ce qui concerne la brigade d'intervention, je souhaite que le Conseil de sécurité renforce la relation de la brigade avec la MONUSCO pour notamment contribuer à la protection des civils comme l'ensemble de la MONUSCO. Honorables députés et sénateurs, les résultats des dernières élections nous ont placés dans une position inédite en ce que le peuple a élu un président de la République issu de l'opposition alors qu'il a confié la majorité parlementaire à l'ancienne majorité au pouvoir. Nous avions donc l'obligation de tirer les conséquences de cette volonté populaire et de mettre en place un système de gestion du pouvoir qui nous garantisse la stabilité en vue de relever ensemble la tâche immense de la construction de ce pays continent. C'est ainsi que nous nous sommes employés, avec mon prédécesseur et nos équipes respectives, à réfléchir à une mise en place d'un programme commun. Ensuite, d'une équipe gouvernementale qui se charge au quotidien de la mise en œuvre du dit programme. Nous avons, de manière transparente, discuté sans complaisance et en tenant compte des aspirations du peuple pour former un gouvernement qui puisse être en mesure de rencontrer la volonté du changement et de rupture majoritairement exprimée par le peuple. Il y a quelques jours, dans cette même salle, l'Assemblée nationale a approuvé ce programme de gouvernement. L'homme en est le point central, car pour moi, la plus grande ressource de notre pays, c'est son capital humain. Mis en condition, il permettra le développement des autres potentiels. Je vous suis reconnaissant pour l'investiture du gouvernement dont la composition de celles et ceux qui animent les différents portefeuilles ministériels tient compte
du besoin de renouvellement, de la nécessité de garantir la représentation féminine et des jeunes, de la représentativité nationale ainsi que de la prise en compte des personnes vivant avec handicap. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous comptons une femme vice-premier ministre et ministre du Plan et plusieurs autres femmes ministres d'État. Et seulement pour la seconde fois dans l'histoire, une autre femme occupe la prestigieuse fonction du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, un ministère de souveraineté. Pour la première fois, même si je ne suis pas totalement satisfait, le taux de représentation du genre atteint 18%. Ceci n'est qu'un exemple de notre volonté et de notre détermination à parvenir à une parité effective telle que prévoit la Constitution. Je voudrais, dans cet ordre, saluer vivement l'élection à la tête de l'Assemblée nationale d'une femme de valeur en la personne de l'honorable Jeanine Mabunda Lioko Moudiaï. Elle incarne aussi le visage de l'alternance. Nous avons dans notre gouvernement beaucoup de jeunes trentenaires. Ils ont été désignés pour être les délégués de nos millions de jeunes qui représentent la ressource principale de notre pays. J'espère que dans les mois à venir, nous dégagerons plus d'espace pour nos jeunes qui sont à la fois compétents et brillants. Les associer à ce niveau de responsabilité est une manière pour nous de préparer la relève. Je connais les jeunes de mon pays. Je connais leurs besoins et leurs difficultés. Je leur parle à tout moment. Nos jeunes veulent étudier dans les meilleures conditions. Nos jeunes veulent avoir accès à l'emploi. C'est dans ce contexte qu'il sera mis sur pied l'année prochaine des structures du Fonds spécial pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Nos jeunes veulent devenir des entrepreneurs. Nos jeunes veulent contribuer à la construction de notre cher et beau pays. Nous ne pouvons nous passer de leur apport. Beaucoup d'entre eux n'ont pas accès au système d'enseignement classique. Nombre d'entre eux se retrouvent malheureusement dans les groupes armés, dans les koulounas, dans les enfants de rue et autres phénomènes que nous déplorons. Nous avons le devoir de créer les conditions qui facilitent leur épanouissement dans la société. Au sein du gouvernement, nous avons créé un ministère de la formation professionnelle, arts et métiers. Il leur est entièrement dédié, en plus de celui de la jeunesse. Ce dernier, celui de la jeunesse donc, s'attellera à mettre sur pied les brigades agricoles dans 132 centres de production agricoles,
disséminés à travers le pays. Dans l'œuvre de la reconstruction, il y a de la place pour tout le monde. Comme vous pouvez le voir, répondre aux défis de notre jeunesse est la plus grande tâche de notre gouvernement. Aujourd'hui, notre pays est classé parmi les 5 pays qui comptent le plus grand nombre de pauvres dans le monde. Je veux que nous puissions nous donner l'objectif d'en finir avec cette réalité. Il n'y a pas de fatalité. Nous pouvons vaincre la pauvreté et nous la vaincrons. Investir dans la jeunesse nous permettra d'assurer une transition démographique avant l'atteinte du dividende démographique, ce qui nous permettra d'entrer dans un cercle vertueux. Honorables députés et sénateurs, cette première année de mon mandat a été marquée par l'installation des institutions président de la République, Assemblée nationale, Sénat, Assemblée provinciale et gouvernements provinciaux. Je ne vais pas vous rappeler ici que les animateurs des entités municipales, urbaines et locales sont demeurés les mêmes et leur remplacement par l'organisation des élections s'impose. Mais en attendant, il faudra envisager une mise en place concertée et provisoire. Il y a eu plusieurs allégations quant à la manière dont les contentieux électoraux ont été gérés par les différentes instances judiciaires. C'est pourquoi j'avais demandé au procureur général de la République d'ouvrir une enquête quant à ceux. Ces mêmes allégations de corruption ont émaillé à la fois les élections des gouverneurs et des sénateurs. Que ce soit au niveau de la gestion du contentieux électoral ou du mode des scrutins, il y a eu des questionnements. Ne nous voilons pas la face, vous et moi, nous sommes conscients qu'il y a des choses qui ont choqué la conscience collective et que nous devons absolument corriger. C'est pourquoi, au-delà de nos clivages politiques, le moment n'est-il pas venu d'engager un débat sur l'efficacité du mode de désignation des gouverneurs de province qui soit investi de toute la légitimité nécessaire, qu'ils soient investis de toute la légitimité nécessaire pour s'atteler à la tâche de développement de leurs entités. L'effervescence observée ces derniers jours avec le foisonnement de motions de défiance au niveau des provinces m'inquiète sérieusement. Cela constitue les germes de déstabilisation des provinces. Cela devient encore plus grave quand ça porte sur des provinces à problèmes sécuritaires. Comment, dans ces conditions, 2 mois seulement après la mise en place de ces institutions, faire face aux défis de leur stabilité, tout en invitant les animateurs des institutions provinciales, tant au niveau législatif qu'au niveau exécutif, d'observer leurs prérogatives dans le respect des lois de la République. Ils doivent s'abstenir de tout acte qui puisse bloquer le bon fonctionnement de nos provinces. De même, honorables députés et sénateurs, ne devons-nous pas nous interroger sur les avantages du rétablissement du 2e tour de l'élection présidentielle, de manière à ce que
du second tour de l'élection présidentielle, de manière à ce que le vainqueur puisse être revêtu de la légitimité suffisante pour appliquer sa vision, partant d'une posture de rassemblement, et être comptable devant le peuple. Honorables députés et sénateurs, le 18 février 2020, notre Constitution totalisera 14 ans depuis sa promulgation. Cette Constitution a été le fruit d'un consensus laborieusement obtenu après des années de guerre. Elle est le fruit de notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit et une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Aujourd'hui, je pense que nous devons nous satisfaire de ce que nous avons pu accomplir grâce à cette Constitution. C'est pourquoi nous veillerons, vous et moi, à ce que personne ne touche à des dispositions intangibles ou verrouillées. C'est pourquoi, disais-je, nous veillerons, vous et moi, à ce que personne ne touche à des dispositions intangibles ou verrouillées. Nous sommes tous, directement ou indirectement, touchés par la question de la double nationalité. Beaucoup de nos membres de famille, nos amis, ont acquis d'autres nationalités pour diverses raisons. Depuis le moratoire que l'Assemblée nationale a adopté sous la présidence de l'honorable Vital Kamerhe, aucune initiative courageuse n'a été prise à ce jour pour régler définitivement cette question. À mon arrivée au pouvoir, j'ai instruit la Direction générale des migrations pour que tous nos compatriotes qui ont acquis une nationalité étrangère puissent revenir librement au pays et obtenir le visa au poste frontalier. Il est temps de mettre fin à cette ambiguïté nationale qui ne profite à personne. J'en appelle ici à des réflexions approfondies pour nous permettre de résoudre définitivement cette question et de nous adapter à l'évolution du monde. Honorables députés et sénateurs, je me réjouis de la collaboration institutionnelle et du climat serein qui caractérise les échanges entre différents chefs d'institutions de deux chambres parlementaires dirigées de main de maître par Madame Janine Mabunda Moudiaye et Monsieur Alexis Tambwe Mwamba. Je voudrais féliciter l'Assemblée nationale pour la célérité avec laquelle elle a travaillé pour l'adoption du programme du gouvernement à 419 voix sur 500. Cela veut dire que même l'opposition, certains opposants, que je salue en passant, ont adhéré au programme de notre gouvernement. Peut-être fallait-il une femme à la tête de l'Assemblée nationale pour atteindre un tel score. Il existe un fossé entre les attentes légitimes de notre peuple et les prérogatives constitutionnelles dévolues aux députés nationaux. Je suis conscient de vos difficultés en ce que
la population dont vous êtes l'émanation attend de vous des routes, des écoles, des frais funéraires, Je suis conscient de vos difficultés, en ce que la population dont vous êtes l'émanation attend de vous des routes, des écoles, des frais funéraires, des frais de mariage, des frais de subsistance. Il est nécessaire que nous puissions, sans entraver les prérogatives des uns et des autres, trouver des mécanismes pour créer une synergie gouvernement-parlement, de sorte que vous puissiez être associés aux concrétisations de nos projets dans vos circonscriptions respectives. Je pense à la pratique à l'époque où les parlementaires bénéficiaient d'une dotation raisonnable pour répondre un tant soit peu aux besoins de leurs bases respectives pendant les vacances parlementaires. La fonction de parlementaire est noble et prestigieuse. Je ne veux pas de députés et sénateurs privés de leurs droits, notamment par l'accumulation d'arriérés de salaire ou encore par manque de titres de voyage pendant les vacances parlementaires. Des lois, nous en avons beaucoup. Il est temps que nous puissions tous nous assurer qu'elles s'appliquent strictement. Je souhaite donc que dans le cadre de la commission suivi et évaluation, vous puissiez régulièrement évaluer nos politiques publiques en vue de nous assurer qu'elles produisent des effets escomptés. Cette recommandation vaut aussi pour la Chambre haute qui a la mission de relayer les attentes de nos provinces et la relecture de nos lois. Votre vigilance et votre expérience nous seront d'une grande utilité. Honorables députés et sénateurs, en date du 6 septembre 2019, vous avez adopté le programme du gouvernement qui consacre l'investiture de l'actuelle équipe gouvernementale. Rassurez-vous, dans mon entendement, ce programme constitue une boussole qui vous permettra d'exercer sans entrave votre rôle de contrôle de l'action gouvernementale, en plus de votre mission de légiférer. Le Premier ministre et les membres du gouvernement sont donc avertis qu'ils devront tout mettre en œuvre pour la mobilisation des ressources nécessaires en vue de réaliser cet ambitieux programme pour le bien-être de notre peuple. Si le gouvernement constitue l'émanation de l'Assemblée nationale, force est de constater que la plupart des institutions d'appui à la démocratie doivent s'adapter à la loi, c'est-à-dire procéder au renouvellement de leurs animateurs
conformément à la loi en la matière. Honorables députés et sénateurs, l'alternance politique intervenue dans notre pays a été opérée dans un contexte économique peu favorable, tant au plan interne qu'externe. Au plan externe, la guerre commerciale entre les principales économies avancées ainsi que les tensions géopolitiques ont déterminé le ralentissement synchronisé de la croissance économique mondiale. Au plan interne, la persistance de l'insécurité à l'est du pays et l'apparition de l'épidémie à virus Ebola ont affecté l'activité économique en République démocratique du Congo. En effet, c'est en raison de ces pesanteurs externes et internes que la croissance de l'activité économique a connu un fléchissement en 2019 par rapport à 2018. Les estimations sur la base de réalisation de production à fin septembre 2019 la situent à 4,6% contre 5,8% en 2018. Toutefois, ce niveau de croissance demeure supérieur à celui de la moyenne africaine au sud du Sahara, estimé à 3,2%. S'agissant de l'évolution du coût de la vie, l'année 2019 devrait se terminer par une hausse modérée du niveau général des prix, soit 4,3% au niveau national contre 7,7% en 2018. Sur un autre plan, l'exécution du budget de l'État, arrêté le 10 décembre 2019, dégage des recettes de 6 614 milliards de francs congolais contre des dépenses de 7 246 milliards de francs congolais. Il en résulte un déficit de 632 milliards de francs congolais. Je tiens à relever un changement important de la politique budgétaire depuis l'avènement du nouveau gouvernement à dater du 26 août 2019. Grâce à une bonne maîtrise du budget, le défi mensuel, établi en moyenne à 53 milliards de francs congolais, entre janvier et le 10 septembre 2019, est passé à 31 milliards et demi de francs congolais. Par ailleurs, plusieurs mesures déterminantes ont été prises dans le sens d'un redéploiement des dépenses publiques. Il en est ainsi de la gratuité de l'éducation de base, en droite ligne de notre vision, à savoir le peuple d'abord, de la poursuite du programme social de 100 jours, ainsi que de l'introduction du financement du déficit par les bons du Trésor. Ces efforts, qui vont se poursuivre sans désemparer, traduisent la volonté politique de procéder à l'assainissement de l'environnement budgétaire. Dans la même lignée, les discussions engagées avec les institutions de Bretton Woods, notamment le Fonds monétaire international, ont abouti à la conclusion d'un accord ad référendum sur la mise en œuvre du programme de référence, autrement dit programme TEST. Ce dernier va s'étaler d'octobre 2019 comme point de référence à fin mai 2020. D'ores et déjà, les deux principales actions demandées à la République démocratique du Congo ont été réalisées. Il s'agit d'une part de l'augmentation des réserves internationales par le transfert dans les comptes ad hoc de 160 millions de dollars provenant des dépôts en devises des banques commerciales. D'autre part, il y a lieu de mentionner de la réalisation de l'excédent budgétaire de 122 milliards de francs congolais contre un niveau programmé de 94 milliards de francs congolais. La réalisation de ces deux actions offre l'opportunité à la République démocratique du Congo d'accéder d'ici à fin décembre de cette année
au déboursement de la facilité de crédit rapide d'un import de 368 millions de dollars. Cette facilité concerne l'appui à la balance des paiements en vue de l'amélioration de nos réserves internationales, lesquelles passeront de 800 millions de dollars américains à 1,2 milliard de dollars. Sous mon impulsion, le gouvernement s'engage à assurer le succès du programme de référence à travers le respect tant dans ses repères quantitatifs que structurels. C'est dans ce cadre qu'une attention particulière sera portée sur la discipline budgétaire. Je profite de cette occasion pour relever qu'aujourd'hui, plus que jamais, que le problème de fond de l'économie congolaise se situe au niveau de l'augmentation durable des recettes dont je fais une priorité nationale impérative. Tout sera mis en œuvre pour juguler la fraude et l'évasion fiscale, engager une lutte sans merci contre la corruption et le coulage des recettes. La mise sur pied au plus tard fin juin 2020 de la chaîne de la recette, à côté de celle déjà existante de la dépense, s'inscrit dans ce cadre. Plus précisément, toutes les opérations en matière de mobilisation de recettes doivent être numérisées et digitalisées. Pour atteindre aussi les 10 milliards de dollars, sinon les dépasser, nous allons aussi élargir l'assiette fiscale en ramenant tout ce qui est dans le secteur informel vers le secteur formel. Il n'est pas acceptable que dans la plupart des villes de la République démocratique du Congo, en commençant par Kinshasa, qu'on voit des immeubles sans autorisation de bâtir et sans payer l'impôt foncier. La loi prévoit que toutes les maisons mises en location soient assujetties à l'impôt sur les revenus locatifs. Une autre stratégie de sécurisation des revenus publics, c'est de réorganiser le système bancaire à travers le pays pour que tous les paiements dus à l'État passent par les banques commerciales. Et dans ce contexte, j'entends créer une connexion entre les banques commerciales, la Poste et la Caisse générale d'épargne, CADECO en sigle. Nos réflexions nous guident vers une autorité nationale des revenus, une forme de guichet unique permettant le prélèvement d'impôts et taxes de toutes nos régies financières. L'amélioration de la gouvernance dans le secteur extractif est d'une exigence absolue pour stimuler la mobilisation accrue des recettes. Seules les exonérations prévues par la loi seront admises. C'est de cette manière que notre pays arrivera à réaliser le budget de 10 milliards de dollars en 2020, en comptant d'abord sur la mobilisation de ses ressources internes et subsidiairement aux appuis budgétaires, lesquels ne sont pas pérennes. Honorables députés et sénateurs, j'ai entendu des gens qualifier ce budget d'utopique, d'irréaliste et de trop ambitieux. Je ne suis pas d'accord avec eux, car pour eux,
Je disais donc que je ne suis pas d'accord avec eux, car pour un grand Congo, il faut une grande ambition. Ce n'est pas en maintenant un budget à 4 milliards de dollars que nous pouvons changer ce rapport à la pauvreté dont j'ai parlé. Quand l'Angola, pays post-conflit comme nous, et Dieu seul sait combien il n'a pas été ravagé après plus de 25 ans de guerre, grâce à la détermination de ses dirigeants et l'union sacrée de son peuple, a aujourd'hui un budget de 32 milliards de dollars contre une population de 29 millions. Comment, dans ce cas, les gens peuvent-ils s'étonner que le gouvernement propose un budget de 10 milliards de dollars avec 80 millions de Congolais? J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. Je suis au courant de la persistance des pratiques de corruption et de l'existence des réseaux de prédation et de fraude massive qui occasionnent des détournements et des manques à gagner au trésor public. Tous ces réseaux seront démantelés et je serai intraitable Tous ces réseaux seront démantelés et je serai intraitable dans la lutte contre la corruption. C'est l'un des moyens de regagner la confiance de notre peuple d'abord et celle de nos partenaires ensuite. Honorables députés et sénateurs, le climat des affaires est une question qui me préoccupe au plus haut point. Il n'est un secret pour personne que pour attirer les investissements nationaux et étrangers, il faut l'amélioration du climat des affaires. Ceci concerne même les PME, les entrepreneurs qui sont régulièrement victimes des tracasseries, d'harcèlement fiscal, de contrôle intempestif, de convocation permanente par des organes non attitrés. À ceci, j'ajoute une multitude de services aux postes frontaliers de notre pays. J'étais étonné d'apprendre que dans certaines frontières, il y a des dizaines de services alors que la loi les limite à 4. En outre, on retrouve même beaucoup de barrières sur toutes les routes d'intérêt national ainsi que sur les routes de desserte agricole. Toutes ces barrières doivent être supprimées immédiatement. C'est dans ce contexte que j'envisage très prochainement la création d'une cellule du climat des affaires. Honorables députés et sénateurs, dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale, j'entends impulser la réforme du secteur foncier par la numérisation et la modernisation du cadastre congolais, source de conflits devant les cours et tribunaux et de sous-évaluation des recettes de l'État. Il s'agira de dématérialiser des procédures de travail par l'informatisation complète de cette administration, numériser la cartographie du territoire pour améliorer la gestion de cette ressource, numériser pour sécuriser les titres de propriété. Dans cette même optique, le gouvernement a entrepris le processus de réforme foncière qui permettra de doter notre pays
d'ici fin 2020 d'un document de politique foncière nationale ainsi que d'une nouvelle loi foncière mieux adaptée aux défis de la gestion de nos espaces urbains, agricoles et miniers, tout en constituant l'un des fondements de notre politique de renforcement du climat des affaires. Honorables députés et sénateurs, la justice constitue un des leviers d'amélioration du climat des affaires. À ce titre, je veillerai à garantir l'indépendance véritable du pouvoir judiciaire. Ceci passe impérativement par l'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats et du personnel judiciaire pour les mettre à l'abri de diverses sollicitations. Je tiens à ce que tout le monde, riche comme pauvre, puisse avoir un accès équitable à la justice. C'est ce qu'on appelle la justice pour tous, une justice fondée sur le respect de la dignité humaine. Dès mon arrivée aux responsabilités, j'ai clairement indiqué que la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics serait la priorité des priorités. C'est dans cette optique que le gouvernement devra mettre en place des structures appropriées devant de manière permanente s'atteler à cette tâche indispensable. Le gouvernement devra conséquemment, et à ce titre, multiplier les efforts afin de renforcer les mécanismes de vérification, de contrôle et de surveillance dans les secteurs enclins à la corruption. Aussi, dans les prochaines semaines, souhaiterais-je voir se matérialiser l'option de création d'une structure judiciaire, voire même d'une juridiction spécialisée dans la lutte contre la corruption, la fraude fiscale, le blanchiment des capitaux, ainsi que le détournement des deniers publics. Honorables députés et sénateurs, notre économie, en plus d'être extravertie, dépend à plus de 80% du secteur minier. C'est pourquoi, dans le but de diversifier notre économie, j'ai répété à maintes reprises d'assurer le primat du sol sur le sous-sol. En d'autres termes, de l'agriculture sur les mines. J'ai adopté une stratégie à plusieurs variantes, mais qui oscille toutes de la mise en place des zones économiques spéciales, autour de la mise en place des zones économiques spéciales regroupées dans 6 espaces industriels dont le gouvernement vient d'adopter la création. Il s'agit de la zone industrielle de l'espace Kinshasa, comprenant la ville-province de Kinshasa, le Congo central et l'ancienne province du Bandundu. La zone industrielle de l'espace Kasaï, comprenant les provinces du Kasaï central, du Kasaï oriental, de la Lomami et du Sankourou. La zone industrielle de l'ancienne province du Katanga, la zone industrielle du Grand Kivu, la zone industrielle de l'ancienne province orientale, la zone industrielle de l'ancienne province de l'Équateur. Pour les zones économiques spéciales, 2 catégories d'investisseurs nationaux et étrangers y sont invités, à savoir les aménageurs et les entreprises. Ils jouissent des avantages fiscaux et parafiscaux pour une période respectivement de 10 ans, une fois renouvelable, et 5 ans, une fois renouvelable.
Je ne veux pas entrer ici dans les détails d'autres avantages prévus, notamment en ce qui concerne l'agriculture. Avec ceci, nous attendons voir l'émergence des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, ainsi que la création d'emplois. Honorables députés et sénateurs, l'objectif de l'autosuffisance alimentaire ne peut se réaliser qu'à travers une profonde réforme du secteur agricole. C'est ici le lieu de vous inviter à revisiter cet important outil législatif pour le rendre plus attrayant en tenant compte du contexte général de la région. Il est incompréhensible que nous puissions avoir 80 millions d'hectares de terres arables et 40 millions d'hectares de terres irrigables et que nous importions plus de 85% de produits pour la consommation de nos populations. Et d'avoir des millions de familles et d'enfants malnutris. C'est un spectacle désolant auquel nous devons absolument mettre fin. Je salue la signature intervenue récemment à Kinshasa entre le fonds d'investissement suisse Vital Capital et le ministère de l'Agriculture pour le développement de 5 zones agro-industrielles. Ce fonds a déjà mobilisé 150 millions de dollars avec l'accompagnement de la Banque africaine de développement pour la construction des routes de desserte agricole ainsi que des infrastructures énergétiques. Nous avons les terres qui peuvent résorber 2 fois le déficit alimentaire mondial et nourrir 2 milliards de personnes. Nous avons une pluviométrie avantageuse. Le majestueux fleuve Congo, long de 4700 km, qui coupe le pays en 2 comme un grand boulevard. Nous avons les lacs, parmi lesquels le lac Tanganyika, le plus poissonneux du monde. Nous avons de grandes rivières, des ruisseaux et des cours d'eau. Et d'après une étude réalisée par le PNUD, 76 000 villages peuvent se suffire en hydroélectricité. Nous avons la création de ministères dédiés à la jeunesse et à la formation professionnelle, arts et métiers ont justement pour vocation de venir en appui au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche et élevage en organisant les jeunes en corps de métier ou brigades de production et en fournissant une main-d'œuvre qualifiée pour la diversification de notre économie. Honorables députés et sénateurs, en ce qui concerne les mines, j'aimerais rappeler à la représentation nationale que nous avons, depuis l'année dernière, un nouveau code minier dont l'objectif principal est d'assurer que des Congolais soient les premiers bénéficiaires de leurs ressources. J'entends pérenniser cette loi minière. Avec le gouvernement, nous allons nous assurer que les craintes des entreprises minières exprimées après la publication de ce code soient prises en compte pour que, de manière claire, nous tous, nous nous engagions sur une même voie. Notre priorité dans ce secteur, c'est non seulement d'extraire et d'exporter les minerais,